L'expérience acquise en naviguant avec la Proms nous a permis de définir quelques critères. Premièrement, il nous fallait un bateau avec 2 cabines, une pour les enfants et une pour les parents. Deuxièmement, nous avons décidé de chercher un bateau qui soit en Méditerranée pour avoir de la chaleur. Les cirés en été, nous ne sommes pas fans. Et troisièmement, le budget est limité. Nous ne voulons pas dépasser les 15 000 € pour la dépense initiale, quitte à restaurer le bateau. Après de nombreuses recherches, nous avions vu un Aloha 29 pour 8 000 € qui semblait intéressant à Canet-en-Roussillon. Nous sommes allés le voir sur un week-end. La visite fut très humide. Nous avons eu droit à un bel épisode Sévenol. La visite s'est faite sous la pluie. Nous en sommes partis avec un sentiment mitigé car le moteur ne démarrait pas, mais le vendeur nous disait qu'il allait démarrer pour la vente. Bon. Et surtout, une varangue était très sérieusement rouillée. Les varangues sont des éléments structurels de la coque, un peu comme les côtes pour le corps. C'est ce qui maintient la coque en fait. C'est un élément structurel et seule une partie était visible. Après réflexion, et même si le bateau n'était vraiment pas cher, et d'ailleurs il était peut-être pas cher car difficilement restaurable justement, nous avons décidé de ne pas donner suite. Nous avons ensuite été visiter un autre voilier, un Natalia 32, localisé à Port-le-Cat. Il était au prix de 12 000 €. La coque était saine, les écoutes récentes, le génois en état correct, la grand voile par contre était relativement usée, le moteur était très rouillé en extérieur mais il fonctionnait comme une horloge. Le bateau était équipé d'une VHF et d'un radar à scintillement. Donc c'est quand même des radars qui sont très anciens. Et l'intérieur était propre. Et surtout, il y avait de magnifiques rideaux. Nous avions rencontré Erion et nous l'avons acheté. Qu'est-ce que vous regardez pour les filles hein? Et il y a un phare. Nous avons alors continué notre apprentissage de la croisière, d'abord côtière, puis un peu plus tard en semi-hauturier, une fois le bateau fiabilisé. La première année, j'ai équipé Erion d'un traceur GPS, d'une balise Epird et d'un radeau de survie. Et nous avons profité de l'expiration du radeau qui était à bord pour le tester. Ce radeau était vraiment en fin de vie, le boudin supérieur était percé et en 12 heures, l'arceau et le boudin inférieur avaient perdu pas mal de pression. On en aurait eu besoin en cas de naufrage, on n'aurait pas pu rester très longtemps à bord. Et j'ai également équipé Erion d'un spi asymétrique acheté d'occasion. Comment elle est là? Il est caché derrière les nuages. Le grand spi asymétrique. Ça aurait pu être plus joli, encore plus joli avec le soleil, pas vrai? Ouais. Et une vieille grand voile toute moche. On dirait que c'est un vieux torchon. J'ai installé le petit panneau solaire que j'avais récupéré de la Proms sur le balcon arrière. J'ai fait faire l'entretien du moteur par un professionnel et le carénage était inclus lors de l'achat. Et à partir de là, nous sommes partis pour notre première navigation en traversant le golfe du Lion en direction du Frioul. Les conditions étaient excellentes. Là-bas, on voit l'ombre des Pyrénées et là, les collines de Leucate. Et là, le pilote. On va faire après la visite de l'intérieur et on plonge la descente. Avec la table à cartes, le traceur, avec l'anémomètre, etc. 5 nœuds de vent, ça décoiffe. Et on avance glorieusement à 3 nœuds, mais 3 nœuds presque parfois et demi, mais pas tout à fait. Mais qu'à la voile, et ça c'est bien. Ici on a la route en cours sur l'ordinateur. Alors le petit zigzag ici qu'on voit, c'est la mise de la voile, on s'est mis face au vent, bon c'est un peu chaotique. Et puis là, on voit des espèces de bitonio là. C'est le baptême d'Erion avec offrande à Neptune.
Donc une visite, donc le carré, la cuisine, le four marche, ça fait une belle pizza, c'est chouette. Et puis là-bas, c'est la chambre des enfants. Des beaux rideaux qui non seulement sont pacifiants, nous permettent d'avoir un peu d'intimité quand il fait nuit, mais aussi nous protègent de la chaleur quand ça castagne, et ça c'est plutôt pas mal. Et puis les toilettes, avec un petit composé toilette WC marin, avec une pompe toute neuve qui marche bien, et puis des WC chimiques. Ça marche bien. Bon allez, on fait la chambre quand même. Ok, on fait la chambre quand même. Voilà, avec la housse de renvoi blanche en vrac. Et puis là-bas, en vrac aussi. Et voici la bande. Ça a été notre première navigation de nuit et nous avons adoré les sensations, l'immensité de la mer et de la nuit, uniquement éclairée par une lune rousse. Nous avons ensuite longé la côte jusqu'au Lavandou en passant par Porquerolles. Lors du retour, et alors que nous étions devant la baie de Toulon, en pleine navigation, l'étai a cassé. L'étai est le câble à l'avant du bateau qui maintient le mât en l'empêchant de basculer vers l'arrière. Heureusement, j'avais fixé la drisse de spi sur le balcon avant. Je ne sais pas si c'était une bonne intuition ou pas, le fait est, c'est que le mât n'est pas tombé, et heureusement. Et lorsque c'est arrivé, j'ai mis tout de suite le bateau au portant, c'est-à-dire avec le vent qui pousse sur la voile, de manière à ce que le mât soit poussé vers l'avant, ce qui permet d'éviter de trop solliciter le balcon avant qui du coup maintenait le mât. Je n'étais pas trop sûr de la solidité du balcon, donc j'ai pas voulu faire un suraccident. Pour le coup, Toulon est particulièrement bien fourni en chantier, et du coup nous avons trouvé très rapidement de la disponibilité pour réparer. Donc à cette occasion, nous avons changé l'étai et l'enrouleur qui était oxydé, ce qui a aidé à détauronner l'étai, donc en fait ça tirait sur l'étai dans le sens inverse de son enroulement. Donc en le changeant, ça permet d'avoir une bonne rotation et donc de ne pas risquer d'abîmer l'étai. Et ensuite, on a changé aussi le pataras de manière à pouvoir correctement régler le mât. Et puis ensuite, on a vu que les rayas de tête de mât étaient éclatées, elles étaient ouvertes en deux. Les rayas sont les roulettes qui servent à faciliter le mouvement des drisses en tête de mât. Et donc le hissage et l'affalage des voiles étaient hyper difficiles. Et nous avons compris pourquoi à ce moment-là, parce que de facto, comme les roulettes étaient éclatées, les drisses coulissaient très mal. Le chantier nous a installé une poulie en tête de mât, dans laquelle on a fait passer la drisse, et donc ça nous a permis de hisser et d'affaler la grand voile en toute simplicité, et donc ça nous a permis de rentrer. Ça a été une bonne expérience, parce que ça nous a permis aussi de voir que la qualité du gréement dormant, donc que ce sont tous les câbles qui tiennent le mât, est hyper important. Le constat de ce premier été en croisière a été qu'il fallait bien plus sécuriser l'homme et améliorer son autonomie énergétique. J'ai donc fait réaliser quelques travaux de restauration. D'abord, on a acheté une nouvelle grand voile avec un lazy bag neuf. J'ai fait démater le mât pour une révision complète, le remplacement des barres de flèche qui étaient oxydées, le remplacement des feux de hune avec des feux à LED, les changements des haubans et des bas-haubans. On avait maintenant un gréement dormant complètement restauré. On a installé un bimini, parce que quand même en plein été, ça cogne. Et ensuite, on a fait installer 2 batteries de servitude AGM, un chargeur de quai efficace, un répartiteur de charge moderne, ainsi qu'un panneau solaire de 150 watts que nous fixons latéralement au balcon arrière. Il était escamotable. Cependant, c'était pas super pratique, parce que lors des manœuvres de port, avoir quelque chose sur l'extérieur du balcon est vraiment pénalisant, car il y a toujours un risque de l'abîmer lors d'un frottement ou d'un choc. Et puis, on a fait le refit complet du moteur par un professionnel. Le moteur a été complètement démonté, mis à tremper dans le vinaigre pendant plusieurs jours, et bien qu'il était toujours totalement opérationnel, il était rempli de tartre et de sel. Il a donc été totalement décapé et repeint avec une peinture spéciale pour le protéger de la corrosion. De plus, un filtre décanteur a été ajouté, ce qui permet de faire la séparation entre l'eau et le gasoil qui est susceptible d'avoir condensé dans le réservoir. Ensuite, la pompe à eau, la cuve du filtre à gasoil et la pompe à gasoil ont été changées. À la revente, le moteur était comme neuf. Et pendant cette période, j'ai appris les bases de la mécanique
comme faire la révision du moteur ou le réamorcer en purgeant les injecteurs. L'objectif était de savoir un minimum comment fonctionne un moteur inboard pour pouvoir se dépanner en cas de panne en mer. Accessoirement, un moteur peut aussi servir de pompe à eau de mer en cas d'entrée d'eau. Le principe est assez simple, il suffit de fermer la vanne d'arrivée d'eau de refroidissement du moteur, de débrancher le tuyau d'aspiration et de le mettre là où on veut aspirer. Cela peut compléter une pompe manuelle ou électrique s'il y a beaucoup d'eau ou si l'eau continue à entrer. D'un autre côté, si jamais la pompe à eau de mer ne fonctionne plus, il est aussi possible de brancher le tuyau d'aspiration du moteur sur la pompe de cale. Et dans ce cas, il faut faire tourner la pompe de cale lorsque le moteur tourne. Ce n'est pas une solution très durable car le moteur de la pompe de cale risque de chauffer, mais cela peut permettre de rentrer au port en toute autonomie. L'été suivant, nous sommes repartis sur la côte varoise avec de nouvelles expériences de navigation. Avec un peu plus de vent, on continue d'apprendre. On fait de plus en plus de manœuvres dans les ports et de sublimes mouillages. Lors du retour, nous avons réalisé une navigation de nuit le long de la côte du bec de l'Aigle jusqu'à Marseille. Et en pleine nuit, le brouillard s'est levé. Nous n'avons pas été très fiers sur cette période car au petit matin, nous pouvions rencontrer des bateaux de pêcheurs plaisanciers qui pouvaient ne pas être équipés d'AIS. Un radar aurait permis de nous aider à surveiller cela. À l'automne, nous installons un portique permettant de fixer le panneau solaire et de pouvoir supporter l'annexe, qui nous permet d'éviter d'avoir besoin de gonfler et dégonfler à chaque escale, et nous y installons également un radar que nous récupérerons plus tard sur Zaka. Et ce portique est resté un critère pour notre futur bateau. Le bateau est désormais totalement refité, sécurisé. Nous pouvons nous lancer plus loin et l'été suivant, nous partons en croisière côtière sur la Costa Brava. Malheureusement, la croisière tourne court à cause de mon accident. Mais c'est le début de la chaîne de l'équipage d'Erion. Nous sommes en 2022.